Mi-août dernier, en 2023, pour les futurs auditeurs, des chercheurs du CNRS ont trouvé ce qui semble être une nouvelle lignée humaine anatomiquement moderne. Cette découverte a eu lieu dans l'Yonne, en Bourgogne, à Arcis-sur-Cure très exactement, alors pas du tout dans la grande grotte ornée, déjà connue, mais dans une plus petite, à proximité. En fait, les chercheurs ont travaillé sur un os trouvé il y a plusieurs dizaines d'années. Ben oui, c'est logique, à l'époque, les technologies d'aujourd'hui n'existaient pas, donc on peut en savoir un peu plus. D'autres études à l'avenir pourraient nous fournir encore plus d'informations. Ainsi, jour après jour, et je le dis souvent, c'est un grand pan de notre lointain passé qui se dévoile, comme on l'a vu dans l'émission précédente, notre connaissance de la femme préhistorique, plus précisément Madame Sapiens. Alors on a vu en effet à quoi elle pouvait ressembler, tant physiquement qu'au niveau de ses vêtements, ainsi que son mode de séduction et son modèle de sexualité, ce qui en dit long aussi sur la sexualité d'Homo sapiens. Dans cette seconde partie, nous allons aller encore plus loin et voir la mère de famille, la femme au foyer et la femme d'affaires, et surtout la femme de pouvoir. Et nous verrons que peut-être cette période ne fut qu'une exception. Madame Sapiens, second épisode, femme des années moins 20 000. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. On l'a vu, la femme est la pièce maîtresse de l'unité familiale. Sa bonne santé est essentielle pour la survie du groupe. Certains avancent qu'elle maîtrise le cycle de ses règles et de sa fécondité, qu'elle décide quand elle désire un enfant ou pas. Elle serait en effet en mesure de contrôler sa maternité comme elle l'entend, en utilisant dans certains cas des plantes aux vertus abortives. Mais il faut également prendre en compte la forte mortalité infantile de cette époque. C'est pour cette raison que certains préhistoriens réfutent la thèse du contrôle des naissances grâce aux plantes abortives, du moins appliquées au niveau du vagin. En plus, cette pratique n'a laissé aucune trace archéologique. Alors, de fait, certains spécialistes pensent qu'elle n'apparaît qu'au néolithique, au moment de l'invention de l'élevage. La femme paléolithique peut en revanche compter sur l'allaitement qui bloque sa fertilité et qui est ainsi une régulation naturelle des naissances. Les contraintes liées aux déplacements réguliers, aux longues distances, réduisent aussi le nombre des naissances. Les paléoanthropologues estiment qu'une fille néandertalienne était en âge de procréer à 11 ans, contre 12 pour le garçon, tandis qu'une fille sapiens peut avoir son premier enfant à 13 ans. Le garçon, lui, est pubère à l'âge de 14 ans. La jeune femme du Paléolithique peut enfanter jusqu'à l'âge de 30 ans. Les chercheurs estiment donc qu'elle peut avoir 5 ou 6 enfants au maximum. L'abri Tossel conserve une image surprenante, une gravure montrant une femme qui accouche. Cette image est façon carte à jouer, vous savez, des deux côtés, en haut et en bas. Elle fait penser à une statuette particulière représentant une femme en train d'accoucher qui retient la tête du bébé avec les mains pour l'empêcher de tomber. Si l'accouchement est un moment risqué pour la mère et l'enfant, il ne l'est peut-être pas autant qu'on pourrait le croire. La bipédie a contraint le bassin de la femme préhistorique à s'élargir pour assurer une meilleure répartition du poids du corps tout en facilitant le mouvement. Sa forme évasée et sa courbure sont idéales pour accueillir le fœtus. Lorsqu'arrive le moment de donner la vie, la femme accouche donc debout. Cette posture ne présente en fait que des avantages. Une meilleure ventilation, le bénéfice de la gravité, évidemment, et une pleine poussée des muscles du ventre et des cuisses. D'ailleurs, ça se fait de plus en plus. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui décident d'accoucher comme ça. La femme paléolithique possède la force musculaire, on l'a vu, d'une athlète de haut niveau. Les conditions d'accouchement sont donc optimales. La délivrance est moins douloureuse et plus facile. Évidemment, en cas de problème, la future mère peut toujours compter sur l'aide des autres femmes du groupe. Cette technique est très efficace puisque, je viens de vous le dire, on en est encore là aujourd'hui. L'homme est bipède depuis 7 millions d'années. Quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, vous avez compris. Donc le corps de la femme est parfaitement adapté à l'accouchement en station debout. L'instinct maternel semble aussi inscrit dans les gènes. C'est une mécanique biologique qui elle agit aussi dans le monde animal. La mère et l'enfant sécrètent tous deux ce qu'on appelle l'ocytocine. C'est l'hormone de l'attachement qui crée un lien très fort entre la jeune mère et son nourrisson. Et ce lien
ne cesse ensuite de se renforcer au fil des ans. L'ethnologie nous apprend que chez les chasseurs-cueilleurs actuels, de nos jours, les grossesses sont espacées de 3 ou 4 ans. Et l'allaitement y est pour beaucoup. Il en allait probablement de même dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs à l'époque paléolithique. La signature isotopique du lait contenu dans les dents, c'est incroyable, indique que l'enfant est sevré entre 2 et 6 ans. On peut quasiment tout savoir aujourd'hui technologiquement parlant. Le lait maternel constitue une alimentation saine et riche pour les petits sapiens et bloque donc la fertilité de la mère. Elle peut alors se consacrer pleinement à son nouveau-né. Moi, ça me fascine, je trouve ça fabuleux. Comme le nombre d'enfants, du coup, est limité dans les groupes de nomades, tout le groupe se charge de leur éducation. Les enfants grandissent comme ça dans de bonnes conditions propices à leur épanouissement. Les femmes ménopausées jouent aussi un rôle social important. Elles représentent environ un tiers des populations modernes et elles peuvent vivre en bonne santé jusqu'à 60 ans dans les sociétés traditionnelles. Les hommes préhistoriques connaissent le même phénomène au niveau de la ménopause. Et si la période de fertilité est plus courte que la période de stérilité, c'est qu'ils présentent un avantage évolutif. La femme qui ne peut plus avoir d'enfants peut investir son énergie dans la survie du groupe. Elle s'engage dans l'éducation des enfants, ce qui soulage les jeunes mères qui peuvent avoir d'autres enfants. Mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'elle fait que du babysitting. Elle cueille les plantes comestibles et médicinales, elle chasse du petit gibier, elle pêche, elle sculpte, elle taille les outils, elle coud des vêtements ou des sacs et tisse des filets. Et tandis qu'elle pourvoit à la nourriture des enfants sevrés, la jeune mère, plus sereine et rassurée sur l'avenir de ses jeunes enfants, est plus productive et donne une descendance plus nombreuse. Le groupe y trouve donc tout son intérêt. La femme ménopausée est protégée également, respectée, et son espérance de vie est plus longue. En réalité, c'est elle qui procure toute la nourriture dont le clan a besoin pour sa subsistance. Alors, contrairement à la chasse au grand gibier, qui représente, on va dire, 5% de l'apport nutritionnel, la chasse au petit gibier et la cueillette des fruits et des légumineuses représentent 30% des ressources nutritionnelles. La femme ménopausée creuse aussi le sol pour déterrer des tubercules cachés à plus d'1 mètre de profondeur. On note aussi que la chasse au cerf ou au mammouth est réglée par une grande part de hasard. L'apport de viande n'est pas garanti du coup, alors que la chasse au lapin ou la pêche assure un apport constant et certain de nourriture. Enfin, elle transmet son savoir aux plus jeunes pour qu'ils deviennent autonomes et perpétuent les traditions du groupe. Cet apprentissage prend du temps. On suppose donc, puisqu'une femme ménopausée peut espérer atteindre environ 50 ans, qu'elle est nourrie, logée, blanchie, bref, protégée pour qu'elle puisse former les plus jeunes. Parmi la somme de connaissances que ces grands-mères, entre guillemets, transmettent aux jeunes, il y a peut-être aussi les mystères de la reproduction humaine. Et peut-être ont-elles emmené les jeunes filles au seuil de la puberté jusqu'au roc aux sorciers, à Angle-sur-l'Anglin, dans la Vienne, une sorte de sanctuaire entièrement gravé et peint datant d'environ 15 000 ans. Aménagé par des populations magdaléniennes, entre 17 000 et 12 000 ans, cet abri renferme en son sein des sculptures monumentales, en grande majorité féminines. Même le plafond est recouvert de peintures et de sculptures sur une surface de 500 mètres carrés. Quant aux parois, elles servent de support à des scènes faisant intervenir des figures humaines et animales, des chevaux, des bouquetins, des bisons, des félins, toute grandeur nature. Et tout ça se déroule sur 15 mètres de frise. 2 bouquetins et une tête humaine accueillent le visiteur. Suit un troupeau de caprinés assistant au combat de 2 mâles en rut pour une femelle en chaleur, accompagnée par son petit. Fait exceptionnel, le pis et les trayons de la bisonne sont représentés. En outre, la femelle redresse la queue, laisse apercevoir sa vulve dilatée. Au cœur de la frise se tiennent debout 3 femmes sculptées en demi-relief dans le calcaire, tout au fond de l'abri. Elles sont juxtaposées, nues, sans tête, ni bras, ni jambes. L'accent est mis uniquement sur les caractères sexuels. La première femme est représentée de 3/4, le buste de face, le triangle pubien fortement marqué. Une incision soulignée par une ligne de pigmentation joint le nombril au pubis. La jeune femme est visiblement enceinte.
La deuxième figure est représentée de face, le ventre rond, la poitrine rebondie et la vulve ouverte. Il s'agit probablement d'une femme venant d'accoucher et prête à allaiter. Enfin, la troisième apparaît sans rondeur, le triangle pubien figuré de façon géométrique. Elle est imbriquée dans 2 bisons. On est là en présence d'un véritable outil pédagogique, mettant en scène non une femme en particulier, puisqu'elle n'a pas de tête, pas de bras, pas de jambes, mais la femme en général, soulignée par les attributs sexuels. Ces 3 figures féminines illustrent le cycle de la vie, transcrit par les différentes morphologies du corps de la femme. C'est absolument incroyable, c'est presque une bande dessinée. Les artistes ont poussé loin leur réalisme jusqu'à utiliser les reliefs naturels de la paroi. Ce panneau fait le lien entre l'acte sexuel et la procréation, illustré avec des bouquetins en période de rut. Ce détail, en fait, n'en est pas un. En effet, les hommes du Paléolithique ont réalisé que la période de gestation du bison est la même que celle des humains, c'est-à-dire 9 mois, vous l'avez compris. Or, la femme est souvent associée au bison, ce qui prouve la parfaite connaissance des processus procréatifs de nos ancêtres, connectés intégralement à leur environnement. Ils se sont appuyés sur leurs observations pour élaborer une symbolique complexe, allant peut-être jusqu'à créer un véritable mythe, ou tout du moins une allégorie de la fécondité. La femme est au cœur de ce site, car c'est son corps qui donne la vie. Ces peintures seraient donc le moyen de traduire une pensée par le corps féminin. Les Magdaléniens ont composé toute une mythologie autour de la fertilité humaine, liée aux figures animales, faisant intervenir des forces supérieures qui agissent dans la création d'un nouvel être humain. Ces représentations, aujourd'hui dissimulées au fond d'un abri obscur, en fait ne l'étaient pas à l'époque de leur réalisation. Elles étaient visibles de loin, rehaussées par l'application d'ocre et de charbon à travers une toundra dégagée. Exposées à la lumière du jour, elles étaient accessibles à tout le monde. La femme enceinte est une figure qui est omniprésente dans l'art préhistorique. On ne compte plus aujourd'hui les sculptures, les gravures et les peintures qui la représentent. On peut évoquer par exemple la femme aux rênes de Lauge-Ribas, une gravure montrant une femme au ventre rebondi, couchée sous un renne, ou la Vénus à la corne de Laucel, ou encore celle de la grotte de Comarque en Dordogne, dont les seins bien marqués et le ventre rond sont sans équivoque. Les fameuses Vénus le sont également pour la plupart. Certains chercheurs ont vu dans ces statuettes des autoportraits. Selon leur hypothèse, ces femmes se seraient représentées telles qu'elles se voyaient en fait en baissant la tête, ce qui pourrait expliquer l'exagération de la poitrine et du ventre, la petitesse des jambes et l'absence de visage. Une thèse qui semble assez peu crédible parce qu'il leur suffisait de regarder leur compagne. D'autres évoquent la possibilité qu'il s'agisse d'amulettes protectrices portées par les femmes pendant leur grossesse et leur accouchement. Cette hypothèse paraît plus solide parce que bon nombre de statuettes sont percées d'un trou ou dotées d'un anneau permettant de les suspendre à un cordon. Il en va peut-être ainsi des 15 sculptures découvertes dans les grottes de Grimaldi, dont 9 sur le point d'accoucher, présentent une vulve dilatée à travers laquelle émerge la tête du bébé. De même, les statuettes supposées enceintes de Kostienki, l'une d'entre elles attire particulièrement l'attention parce que des lanières passées autour du buste se joignent en un lien qui unit les poignets. Elles ont été interprétées comme un procédé facilitant l'accouchement. Quant aux 21 sillons qui scarifient les statuettes de Malta, certains chercheurs y ont vu une sorte d'aide-mémoire permettant aux femmes de maîtriser leur fertilité. De même, la corne de la Vénus de Laucel, ornée de traits gravés, serait une sorte de calendrier obstétrical. Cette hypothèse est plausible, mais en fait elle est très controversée et l'archéologie ne peut permettre de la confirmer ou de la réfuter. Quoi qu'il en soit, il est évident que les femmes sont au centre, encore une fois, de la confection et de l'utilisation de ces statuettes. Peut-être même que ce sont elles qui ont réalisé ces objets, des amulettes transmises de femme en femme. Toutes ces représentations sculptées, gravées ou peintes, de femmes enceintes ou en train d'allaiter, de vulves, de bouquetins ou de bisons en rut, témoignent de l'importance donnée par ces sociétés de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique à la naissance des enfants, parce qu'elles incarnent tout simplement la survie du clan. Cette importance est telle que la puissance de l'enfantement a été magnifiée, sublimée dans une élaboration intellectuelle et symbolique d'un véritable mythe.
Et ce mythe se développe et s'épanouit autour de la figure de la femme. Ce simple fait doit nous interroger sur la place qu'elle occupe, du coup, au sein des sociétés de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. Un cliché très bien ancré dans les esprits depuis la deuxième partie du XIXe siècle est celui que la division sexuée du travail est une norme établie depuis la nuit des temps. Elle serait naturelle et donc irrémédiable. Pour les préhistoriens de l'époque, c'est l'évidence même. L'homme chasse et tue, la femme enfante, elle est soumise au mâle tout-puissant. Il est impensable que des tâches considérées comme nobles et viriles aient pu être accomplies par des représentantes du sexe faible. Et pourtant, les données archéologiques dessinent une organisation du travail au Paléolithique bien différente de cette vision réductrice et, j'ose le mot, misogyne. Certaines plaquettes de blocs calcaires, d'os ou de bois de renne sont ornées de scènes de chasse réalisées durant le Paléolithique magdalénien. Y évoluent dessus des silhouettes masculines et féminines. Ainsi, les femmes auraient pris part aux chasses au grand gibier, contrairement à ce qu'on affirmait jusqu'ici. Certains préhistoriens arguent que les scènes de chasse sont rares et discutables. C'est vrai, cette hypothèse aussi n'est pas à écarter. Le seul argument qui poussait les chercheurs des années passées à refuser le statut de chasseresse à la femme était sa supposée constitution fragile. Or, on l'a vu dans l'émission précédente, elle est dotée d'une musculature digne d'une athlète de haut niveau. Elle est donc tout à fait capable d'accomplir les mêmes tâches et les mêmes activités que les hommes, y compris la chasse. D'ailleurs, la chasse est-elle réellement une activité exclusivement masculine? On peut se poser la question. Pas si on en croit les ethnologues. D'après ce qu'ils ont observé dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles, aujourd'hui, les femmes participent à la chasse. Il est donc probable que cette activité intégrait déjà les femmes paléolithiques. Robustes, musclées, elles étaient en mesure d'accomplir les tâches nécessaires à leur subsistance. Et il semble certain qu'elles avaient accès à la viande des animaux tués, riche en protéines, parce que des carences alimentaires auraient été préjudiciables à leur longévité, ainsi qu'à la survie des tout-petits. Cette hypothèse est plausible, mais, encore une fois, le manque de preuves archéologiques nous empêche de l'affirmer avec certitude, il faut être honnête. L'utilisation répétée d'armes de chasse, comme la lance ou la sagaie, laisse des traces sur le squelette. Elles apparaissent bien, mais presque uniquement sur des restes d'individus masculins. Alors il faut quand même garder à l'esprit que peu de squelettes de cette période ont été découverts à ce jour, donc c'est difficile de conclure. En plus, l'activité économique dépend des normes de chaque groupe humain. Par exemple, le site de Huayllamiapacha, au Pérou, perché à 3925 mètres d'altitude, révèle que les peuples andins vivaient de chasse et de cueillette autour de 8000 ans avant notre ère. 5 fosses contenant 6 individus y ont été découvertes. Elles renfermaient les restes de 2 chasseurs, comme le montrent les pointes de projectiles, les grattoirs, les couteaux et les éclats de pierre qui ont été déposés auprès d'eux. Or, l'un des chasseurs était une femme. Encore plus flagrant, 10 sites américains du Pléistocène tardif, entre 12 000 et 8 000 ans environ, ont livré 11 sépultures féminines associées à des armes. Eh bien, ces exemples nous prouvent que dans certaines parties du globe, les femmes ont été pleinement intégrées à la chasse. Il semble également qu'au Paléolithique, le travail soit relativement indifférencié. Les femmes, et peut-être aussi les hommes, participent à la chasse au petit gibier, à l'aide de bâtons à fouir, c'est-à-dire à creuser, de gourdins ou de pièges comme l'enfumage ou les collets, au ramassage de coquillages et à la collecte de plantes. De même, la femme a pu participer à toutes les étapes de la chasse au grand gibier, repérage, déchiffrage des traces du gibier, élaboration des stratégies de chasse, tireuse, etc. etc. Certains chercheurs pensent qu'elle se charge surtout de rabattre les grandes proies en les menant jusqu'aux lanceurs de sagaie à l'affût. Ce sont donc elles, si on réfléchit, qui risquent le plus leur vie. Je le disais tout à l'heure, les activités répétées laissent des traces sur le squelette humain. La pratique régulière du lancer de sagaie entraîne en fait des lésions sur les os au niveau des attaches des tendons et des ligaments. On les trouve aujourd'hui sur les bras des lanceurs de javelots et des femmes en périménopause. Si l'archéologie révèle que les femmes néandertaliennes lancent aussi
des lances et donc chassent aux côtés des hommes, il existe peu de données de ce type pour les femmes du Paléolithique supérieur. En revanche, la morphologie des os longs du bras de 37 squelettes européens de la fin du Paléolithique et du Mésolithique révèle une forte augmentation de l'intensité de l'activité du bras. Par ailleurs, les restes osseux masculins gardent les traces de blessures au coude et d'arrachement des os cicatrisés, caractéristiques en fait d'une pratique intense du lancer de saguet. L'utilisation régulière des armes de jet ne concernerait donc que les hommes. En fait, ça pourrait s'expliquer par le statut de, encore une fois, de protégée de la femme qui est garante de la survie du clan par son pouvoir d'enfantement. Les chasseurs auraient voulu peut-être écarter les femmes des dangers qui accompagnent chacune des expéditions de chasse, mais il faut aussi garder à l'esprit que chaque groupe humain possède ses propres règles et sa propre organisation sociale. S'il apparaît que les groupes de chasse sont plutôt masculins, il existe encore aujourd'hui des sociétés de femmes chasseresses. Au Honduras, une femme a été enterrée avec à ses côtés tout un armement de chasse. Il est également probable que tout le groupe participe à la chasse. Chaque paire de bras est mise à contribution pour subvenir aux besoins alimentaires du clan. Des fouilles entreprises à Pincevent, en France, en région parisienne, ont mis au jour un site de campement de chasseurs magdaléniens vieux de 13 000 ans. Il renfermait encore les restes de plus de 76 rennes, ce qui donne 3 tonnes de viande. Les 30 individus qui constituaient le groupe n'étaient pas de trop, si vous voulez, pour réaliser le colossal travail de traitement de la viande séchée, ainsi que de la conservation. Ensuite, il faut enlever la peau pour en faire des vêtements. Tout le groupe y prend part, les hommes, les femmes et les enfants. La complémentarité est essentielle à la survie du groupe. Les ethnologues se sont également aperçus que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles de nos jours, la chasse au grand gibier ne représente qu'un tiers de l'apport de nourriture, je le disais tout à l'heure. Eh bien, le reste est fourni par la chasse au petit gibier, comme les lièvres, un apport alimentaire beaucoup plus stable que le grand gibier, assuré par les femmes. Elles complètent ensuite par la récolte des plantes, des racines, des herbes, des fruits, des noix, le ramassage de coquillages. Elles savent aussi pêcher, comme le montrent les innombrables vertèbres de poissons et les restes de crustacés et de mollusques qui sont riches en vitamine D, en acides gras et en iode. Alors elles pêchent aussi les coqs, les huîtres et même les baleines, comme le prouve la grotte de Nerja en Espagne, vieille de 14 000 ans, c'est dingue. La pêche est parfaitement compatible avec la garde des enfants, certainement ravis d'ailleurs de ramasser des coquillages. Et oui, les temps changent. À l'époque, pas de portable. La structure et l'usure des dents indiquent que les plantes font également partie de l'alimentation des hommes du Paléolithique. Les végétaux représentent en effet 70% de l'apport de nourriture à cette époque-là. Les femmes connaissent l'usage des plantes, non seulement pour la cuisine, mais aussi pour la préparation de filtres et d'onguents. Elles sont parfaitement au fait de leurs vertus alimentaires et médicinales. Il est donc probable qu'elles soient les guérisseuses du clan, voire même les premiers médecins de l'humanité. Les ethnologues ont aussi constaté que les chasseurs-cueilleurs actuels ne consacrent que 12 à 19 heures par semaine pour la recherche de nourriture. Ils se gardent donc du temps pour l'artisanat, l'art, l'éducation des enfants et les interactions sociales. La cohésion et la solidarité sont essentielles effectivement à la survie du groupe. Tout le monde participe à la dynamique du groupe, y compris les femmes. Une plaquette en pierre découverte à Gunnersdorf est ornée de l'image d'une femme debout. Un bébé se tient sur son dos par un objet révolutionnaire, un porte-bébé. Oui, vous avez bien entendu. Les mains de la mère sont ainsi libérées pour accomplir les tâches nécessaires à la subsistance du groupe. Chez les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, la répartition des tâches est établie en fonction des aptitudes et des compétences de chacun. Ça garantit une meilleure efficacité et une meilleure ambiance collective, ce qui implique également des spécialités et bientôt de véritables savoir-faire. Un campement de chasseurs de mammouths situé à Dolní Věstonice, en République tchèque, pardon pour la prononciation, a livré des traces d'activité technique. Une Vénus en argile cuite et l'empreinte d'objets en matière végétale composés de nœuds et de fils tressés. Cette empreinte en négatif d'un objet tressé ou filé, peut-être un filet de pêche, témoigne de l'existence d'un artisanat basé sur le travail des fibres végétales qui représentent 90% des objets produits par les femmes.
On peut évoquer les besaces, indispensables pour transporter tout ce dont la tribu a besoin, morceaux de viande, outils en pierre ou en os, etc. Là se dévoile tout le talent de la femme préhistorique qui confectionne avec art des objets raffinés, des vêtements chauds, des habits confortables, des sacs à main ou des sacs à dos. La récolte et le travail des fibres végétales permettent aussi de confectionner des cordes utiles pour le maintien des échafaudages nécessaires au décor des parois. Le travail des textiles et la vannerie ont longtemps été négligés parce qu'il s'agit de matières organiques qui disparaissent en fait avec le temps. Les recherches récentes mettent en lumière des techniques textiles effectives, diversifiées et même, on peut le dire, sophistiquées. Des cordes à un et plusieurs brins ou tressés, des filets noués, des paniers d'osier tressés, le tissage à cordes simples et croisées ou encore simples et sergées. Certains sites ont livré les restes de métiers à tisser, c'est absolument incroyable, témoignant de l'abondante production textile de l'époque ainsi que de l'importance, encore une fois, du rôle des femmes. Ce sont elles, en fait, qui réalisent les instruments de portage tels que les paniers, les sacs portés à la main, sur le dos ou autour de la tête, indispensables à l'économie de nomades, qu'il s'agisse du portage des enfants, des produits de la collecte ou d'autres charges, tout ce que vous voulez. Ces éléments sont également essentiels à l'échange de produits finis et de matières premières. Les figurines en argile ou en ivoire restent les seuls témoins de l'extraordinaire variété d'objets issus du travail des fibres, des pièges, des filets, des vêtements tissés ou cousus, des pagnes, des jupes, des bandeaux, des manteaux, des capuches, des chapeaux, des coquillages, qu'ils soient tissés, objets de parure, résilles, colliers, tout est là. Et comment oublier la fabuleuse résille qui coiffe la tête de la dame à la capuche de Brassempouy. Vous pouvez voir ça sur Internet, c'est invraisemblable. La grande minutie de réalisation de toutes ces statuettes permet du coup aux chercheurs de reconnaître les techniques de couture, les points et même le nombre de torons des cordes torsadées. Alors moi, j'y connais rien, j'ai cherché, je ne sais pas ce que c'était que les torons. Les torons, c'est des gros fils tordus ensemble, vous voyez. Il n'y a également aucune raison pour que la femme soit écartée du travail de la pierre. C'est une activité qui demande un apprentissage long, rigoureux, de la dextérité, de l'intelligence, des qualités qui se retrouvent plutôt chez les hommes, on est d'accord ? Je plaisante, évidemment, qui se retrouvent chez les hommes et chez les femmes. Allez, vous doutez qu'on m'a forcé à dire ça, hein ? Allez, je plaisante. J'aime bien vous énerver un petit peu de temps en temps, surtout si vous êtes en voiture, comme ça vous pouvez klaxonner bien fort. Il est vrai que dans nos sociétés actuelles, cette tâche, c'est vrai, est plutôt masculine, mais ça dépend aussi des cultures, hein. Par exemple, en hiver, les Dolganes de Sibérie partent chasser pendant une période longue et en leur absence, les femmes taillent les outils qui leur servent pour accomplir leurs tâches de la vie quotidienne. Le site de Pincevent, encore une fois en France, a livré 2 espaces de travail. Le premier conservait des outils achevés, sortis des mains d'un artisan plein de dextérité et d'expérience, tandis que le second renfermait des outils moins aboutis, ainsi que des traces de travail des os et des pots, des grattoirs, des galets, des aiguilles, des lissoirs. Curieusement, les préhistoriens actuels veulent voir dans le premier espace celui réservé aux hommes, parce que les outils sont de meilleure qualité, ça me fait marrer, et dans l'autre, celui réservé aux femmes, parce que selon eux, elles ont moins de dextérité et moins de temps d'apprentissage que les hommes. Les outils retrouvés à cet endroit ne sont pas extraordinaires, donc ils sont efficaces pour toutes les tâches du quotidien, on va dire. Ces outils sont notamment utiles pour la confection de vêtements légers portés durant la saison estivale. Ils sont réalisés à partir de fibres végétales qui donnent des habits souples, résistants et esthétiques. Le bois, le roseau, les feuilles entrent aussi dans la construction de huttes et la fabrication de récipients pour la cuisson et des paniers. Dans les sociétés traditionnelles, cette tâche est surtout attribuée aux femmes, comme chez les Inuits ou les Amérindiens. En revanche, en Afrique subsaharienne, ce sont les hommes qui se chargent du tissage. Il n'y a pas vraiment, si vous voulez, de division sexuelle des tâches domestiques. Quant aux parures, elles sont portées à la fois par les hommes et par les femmes. Il peut s'agir d'une série de tiges divisées en segments amincis en forme d'ampoule. Elles peuvent être passées à la meule, cousues sur les vêtements en formant des motifs. De nombreuses perles très fines de 6 mm de circonférence en moyenne ont été découvertes sur les squelettes. Seules les mains petites et fines de femmes ont pu les réaliser. Elles sont donc tisserandes, couturières et bijoutières déjà. Le travail du cuir laisse des traces sur les dents parce que la peau est mastiquée pour la rendre plus souple.
Par ailleurs, les incisives servent en quelque sorte de troisième main pour le tressage, comme le montrent les traces d'usure laissées sur ces dents. Sur les squelettes des néandertaliennes, les dents sont plus usées que chez les hommes. Les traces archéologiques laissent penser qu'il existe peut-être une distribution sexuelle du travail en ce qui concerne les tâches non alimentaires. Mais ça encore, c'est pas certain. En République tchèque, des petits objets en céramique cuits au four portent des empreintes digitales féminines. Les femmes participent donc à la réalisation de statuettes animalières et humaines. Mais il est impossible d'affirmer qu'elles ont entièrement réalisé ces objets. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'elles contribuent largement à l'amélioration des conditions de vie et à l'avancée technologique globale de l'humanité. Le site paléolithique d'Oalo, en Israël, situé au bord du lac de Tibériade, daté de 19 000 ans avant aujourd'hui, était jusqu'à présent totalement immergé. Mais le réchauffement climatique, qui parfois a du bon, a considérablement abaissé le niveau de l'eau, révélant alors les vestiges d'un proto-village. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas d'eau avant, que l'eau est revenue puis qu'elle s'en va de nouveau. Ce qui vient en fait corroborer le fait que le réchauffement et le climat a des cycles. Enfin, je ne rentre pas là-dedans. Il a livré ce site des fragments de filets de pêche montrant que la pêche ne se pratique pas uniquement à main nue et au harpon, technique réservée aux individus masculins. Là aussi, les femmes partaient à la pêche au filet. Ce site a également révélé les traces de la première domestication de nombreuses espèces végétales, des graines de céréales sauvages comme le brome, le millet ou l'orge, des légumineuses aussi comme les lentilles, les pois chiches et des fruits délicats comme la figue ou la framboise. Il pourrait s'agir d'un autre aspect possible du rôle des femmes dans la subsistance du groupe. En effet, les graines de céréales, les légumineuses, les glands et les fruits constituent entre 50 et 70% des apports caloriques et protéiques nécessaires à l'alimentation du clan. Le site d'Oalo a également livré des centaines de milliers de graines, tamaris, chênes, térébinthes, des dizaines d'espèces de céréales et de légumineuses. Non loin, dans les restes d'une hutte, a été découvert une pierre modelée et fixée au sol avec des cailloux. Les graines éparpillées autour prouvent qu'il s'agit d'une meule. Les marques d'usure, d'amidon et de céréales indiquent qu'elle a servi à fabriquer de la farine, transformée ensuite pour obtenir une pâte. Cette pâte servait à façonner du pain, comme celui découvert sur le site jordanien de Choubayaka, vieux de 14 000 ans. Mais qui se servait de cette meule ? Les hommes ou les femmes ? Bonne question. Un campement vieux de 9000 ans, situé à Abu Huraira, en Syrie, permet de répondre à cette question. À côté des huttes se trouve une nécropole. L'étude des squelettes féminins a mis en évidence des lésions articulaires au niveau des chevilles, des genoux, du bas du dos et à la base des orteils. Ces lésions sont caractéristiques des positions agenouillées, dynamiques et prolongées, comme pour la mouture des grains sur une meule. On retrouve les mêmes chez nos poseurs de moquettes aujourd'hui. Associée à la découverte de plusieurs meules, dites de va-et-vient, cette analyse prouve que ce sont bien les femmes qui broient les grains pour obtenir de la farine. La femme du Paléolithique, en tout cas là, dans cette région, connaît parfaitement le cycle de reproduction des céréales sauvages. Il est donc possible d'envisager qu'en ayant l'idée de protéger les semences et de les semer, eh bien c'est à elle que revient aussi l'honneur d'inventer l'agriculture. Même si, en étant parfaitement honnête, il s'agit d'un processus évidemment long et pas forcément dû uniquement aux femmes. Après la collecte massive des baies et des végétaux, les contenants conservent les aliments solides et liquides. La poterie permet donc de transporter les denrées plus intensivement et plus loin. La femme joue donc un rôle crucial dans l'épanouissement culturel des groupes de la préhistoire. Elle ouvre la porte à la transition néolithique parce qu'elle est la première à semer et à récolter. Elle est donc à l'origine de l'invention de l'horticulture, de l'agriculture. À force de pratiquer la cueillette, elle connaît bien les graines, les terres fertiles, le rythme des saisons, la croissance des plantes. Elle finit par produire elle-même les plantes que le groupe consomme. Peut-être, encore une fois, que c'est elle qui invente la houe de bois, le premier instrument agricole. C'est l'apparition de l'arère au soc de métal qui marque le passage d'un statut favorable des femmes à une condition plus infériorisée, mais on va y revenir.
La femme est aussi le sujet privilégié, on l'a vu, de sculptures, gravures et peintures préhistoriques. Mais est-il possible qu'elle soit elle-même l'auteur de ces productions artistiques ? Il est bien entendu difficile de déterminer le sexe des auteurs des œuvres pariétales et mobilières. Toutefois, les sociétés traditionnelles, comme par exemple chez les Pygmées du Congo ou les aborigènes d'Australie, laissent une place privilégiée aux femmes dans le domaine artistique. Il n'est pas inimaginable que les femmes du Paléolithique soient simultanément couturières, tisserandes, bijoutières, cuisinières, sculptrices et peintres. Mais avant de peindre, encore faut-il acquérir les matières premières, notamment les pigments rares et exotiques. Le clan monte régulièrement des expéditions pour obtenir de ces matières auprès des clans voisins. Il faut souvent prévoir une longue marche. Si rien n'empêche les femmes de faire partie de ces expéditions, rien ne le prouve non plus. Les groupes préhistoriques consacrent du temps et de l'énergie pour obtenir ces matériaux précieux. Ça montre la place importante des productions esthétiques dans ces sociétés de chasseurs-cueilleurs. Le principal argument employé généralement pour interdire la production artistique à la femme préhistorique est que les peintures se trouvent au fond des grottes. L'accès est déjà difficile pour un homme jeune et sportif, il semble donc impensable qu'une femme puisse y accéder. Or, la femme paléolithique, encore une fois, je reviens dessus, est aussi musclée et sportive que son compagnon. Elle possède donc les mêmes aptitudes physiques que lui. Autre préjugé tout aussi sexiste, la femme serait incapable d'élaborer une création riche et symbolique. Au vu des innombrables talents et de l'impressionnante production artisanale de la femme préhistorique dont je vous ai déjà parlé, cette thèse, on peut dire, est définitivement obsolète. Elle ne tient plus la route. Dans la grotte de Peshmerl, le célèbre panneau des chevaux peint il y a 25 000 ans est environné d'empreintes de mains. Eh bien, de plus en plus de préhistoriens suggèrent quelles pourraient être les signatures de ceux ou de celles qui ont peint ce tableau. Certaines sont, à n'en pas douter, des mains féminines. Ce serait la preuve que les femmes aussi se rendent au fin fond des grottes pour orner les parois de scènes extraordinaires. Sauf que cette hypothèse, celle de la signature, est à prendre avec des pincettes, si je puis dire, parce que rien ne prouve qu'il s'agit véritablement de signature. D'ailleurs, certaines d'entre elles sont complètement isolées. Elles pourraient tout aussi bien être des marques de passage, comme un peu nos graffitis modernes. En revanche, les empreintes de pas découvertes sur le sol de la grotte d'Alden, laissées il y a 8000 ans par les hommes préhistoriques, prouvent qu'ils étaient accompagnés de femmes. Ces empreintes, au nombre de 600, ont été interprétées par des pisteurs de Namibie afin de leur redonner une histoire. Et devant ces experts en piste, les hommes et les femmes qui sont venus dans cette grotte reprennent vie. Une première femme, visiblement, avance avec assurance. Soudain, elle glisse et se rattrape avec le pied droit. Une autre femme arrive derrière elle, se redresse pour relever un fardeau ou un enfant sur son dos, puis reprend la marche en hâte. D'autres membres du groupe semblent eux aussi porter des enfants. Les pisteurs compte en tout 26 individus, dont des femmes, peut-être surpris par une torche en train de s'éteindre, qui les contraint de regagner l'air libre le plus rapidement possible. Ces empreintes prouvent que le royaume souterrain n'était donc pas réservé aux hommes. D'autres empreintes de pas parsèment le sol de la grotte d'Alden dans l'Hérault, parmi elles des empreintes de pas féminines. L'une d'elles, à l'aller, semble avoir les mains libres, mais au retour, ses pieds s'enfoncent davantage et elle avance à plus faible allure. Que transporte-t-elle ? Des pierres ? De l'argile ? La réponse est à chercher du côté des empreintes. À l'aller, les empreintes de pas de la femme sont accompagnées de celles d'un enfant, mais elles disparaissent, celles de l'enfant, sur le chemin du retour. Où sont-elles passées ? Autre indice, des traces de charbon brûlé sur les parois à hauteur des yeux. Elles proviennent de torches utilisées pour éclairer le chemin dans les méandres de la grotte et servent à baliser le chemin afin de ne pas se perdre dans ce labyrinthe. Or, les chercheurs ont réussi à partir de la forme de ces traces à retrouver la forme des torches. Selon leurs estimations, ce type de torche éclaire entre 30 et 40 minutes chacune. Le nombre de torches utilisées suggère que le groupe a passé de 3 à 4 heures sous terre. Vous parlez d'une expédition. Fatigué après une si longue marche, l'enfant a probablement demandé à sa mère de le porter sur son dos.
La pratique de l'art semble être valorisée par le groupe parce que atteindre un tel niveau de connaissances techniques et d'expérience exige un long temps d'apprentissage et de pratique et d'expérimentation. Ça nécessite probablement des milliers et des milliers d'heures d'entraînement. Les artistes semblent avoir bénéficié d'un temps aménagé rien que pour eux, pour leur laisser l'occasion de travailler leur talent. Ce sont sans aucun doute des personnages importants. On peut supposer que le talent de chacun est repéré très tôt et est mis au service du groupe dans l'objectif de favoriser sa subsistance. S'il est difficile de déterminer si un objet a été réalisé par une femme ou par un homme, les données ethnographiques et les vestiges archéologiques proposent quelques modèles. Ils n'apportent cependant aucune certitude et il serait dangereux de généraliser. La spécialisation n'est pas favorable à la survie d'un petit groupe de personnes. Donc, il est logique que les femmes exercent différentes activités de la même manière que les hommes. Ainsi, si les femmes savent tailler le silex, les hommes savent aussi se préparer à manger. Chacun, à l'exception des enfants, sait se débrouiller seul. La survie du clan repose aussi sur la coopération entre tous ses membres et le partage des tâches se fait en fonction des compétences de chacun. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique sont basées sur une organisation raisonnée et souple. Il n'y a donc pas encore de division stricte du travail. J'appuie l'affirmation. Nous avons vu que les recherches récentes montrent que la femme bénéficie d'un statut privilégié au sein des tribus du Paléolithique supérieur. Mais est-elle pour autant une femme de pouvoir ? Et comment pouvons-nous le prouver ? Homo sapiens enterre ses morts en Europe et au Proche-Orient depuis au moins, 140 000 ans. Des squelettes féminins ont été découverts dans plusieurs sépultures du Paléolithique. Tout le monde est représenté, les hommes, les femmes, les enfants, les nouveau-nés et même un fœtus. Les sépultures masculines semblent être quand même un peu plus nombreuses. Sauf que le sexe de plusieurs squelettes n'a pas été déterminé faute d'indices laissés sur les ossements. Il n'est donc pas certain qu'Homo sapiens enterre ses morts en fonction du genre du défunt. Les corps sont allongés sur le côté, les bras en position fléchie et les jambes en position contractée dans une position fétale ou encore en chien de fusil. Certains corps sont recouverts d'ocre rouge, de sédiments riches en cendres ou de charbon de bois, preuve qu'un foyer est allumé au moment des funérailles, ou des dalles ou de blocs de pierre. Le mobilier funéraire est plutôt rare. Il se réduit généralement à quelques morceaux de carcasse, des bois de cervidés, des cornes de bovidés, des fragments d'ivoire, de défense de mammouth ou des outils en pierre ou en os. Le nombre de sépultures est plus élevé au Paléolithique supérieur qu'à l'époque de Néandertal, qui est pourtant le premier à enterrer ses morts. Les sépultures doubles, triples et multiples sont plus fréquentes et livrent au total 20 squelettes de femmes. Celle de la grotte de Santa Maria d'Agnano, en Italie, contient le squelette d'une jeune femme de 20 ans, enterrée avec son fœtus. Elle porte une coiffe composée d'une centaine de coquillages, des pendeloques avec des canines de cerf, des bracelets et un collier en coquillage. Des outils en silex ont été déposés à côté d'elle. Le corps est recouvert d'ocre rouge. D'autres défunts arborent des coiffes, des diadèmes, des bracelets, des jambelets, des colliers, des pendeloques avec des dents animales, des coquillages, là aussi des os et des morceaux de roche. Quant à la dame du Cavillon, une gravétienne de 37 ans, elle porte une coiffe ornée, là encore, de coquillages marins, de canines de cerf, de jambelets de coquillages au mollet gauche. La nature des éléments de parure et du mobilier funéraire varie assez peu selon le sexe. En fait, le nombre restreint de sépultures de l'époque paléolithique interroge. Sont-elles réservées aux membres de l'élite ? Pour répondre à cette question, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. D'abord, la nature du sol. Sur un sol acide, les eaux se détériorent rapidement. Ensuite, les grottes peuvent être vidées de leur contenu lors de phases humides et être occupées à de multiples reprises et de façon intensive, à la fois par des hommes et par des animaux. Cette occupation entraîne souvent la destruction partielle ou totale des ossements. Parmi les animaux sauvages qui vont venir s'installer dans les grottes, des charognards qui se délectent des cadavres, on peut aussi prendre ça en compte. À ça, il faut ajouter les effets des intempéries qui peuvent entraîner la destruction des sépultures. Enfin, les groupes humains ne pratiquent pas tous l'inhumation.
Autre fait à noter, les sociétés paléolithiques sont nomades. Encore une fois, ceux qui décèdent au moment des déplacements sont probablement enterrés sur le lieu même de leur mort. Il serait donc dangereux de conclure trop vite à l'existence de rites funéraires réservés à une élite. Toutefois, la richesse du mobilier funéraire et les soins apportés à la dépouille reflètent le statut social quand même du défunt. Une sépulture magdalénienne mise au jour à Saint-Germain-la-Rivière en Dordogne contient le corps d'une jeune femme richement parée. Son cou est orné d'un collier composé de 72 canines de cerf. Or, je l'ai dit plus haut, le cerf est extrêmement rare sur ce site pendant la période froide. Il vit surtout dans les régions cantabriques ou méditerranéennes. Ce collier indique donc le statut social élevé de la défunte ou du groupe, en tout cas, auquel elle appartient. Soyons donc clairs, aucun argument archéologique ne conforte la thèse du statut social inférieur de la femme au Paléolithique. Elle prend une part active aux activités importantes du groupe. Elle est honorée grâce à ses talents multiples. Sa parfaite connaissance des vertus médicinales des plantes lui concède un statut de guérisseuse, peut-être même de chamane. Elle serait donc considérée comme un être puissant, capable de communiquer avec les esprits ou les forces supérieures. Et s'il s'agit encore une fois que d'une simple hypothèse, certaines sociétés de nomades actuelles sont guidées par des femmes chamanes qui interviennent auprès des puissances de la nature lorsque le groupe subit les aléas du sort comme des maladies ou des catastrophes naturelles. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur sont des sociétés en fait égalitaires, où l'individu est respecté pour ses qualités de chasseur ou de médiateur. C'est comme ça qu'il acquiert des avantages, du prestige et le respect des autres membres de la tribu. Il peut très bien s'agir d'une femme intelligente qui sait rassembler tous les membres du groupe dans les moments d'épreuve. Peut-être que c'était le cas de la dame du Cavillon qui a été inhumée de façon splendide. Son mobilier funéraire se compose d'un poinçon en os de cheval, de 2 fines lames taillées dans du silex provenant d'une carrière distante de 150 km et d'une coiffe tressée de coquillages méditerranéens bordée d'une centaine de canines de cerf et de biches. Le corps est entièrement recouvert d'ocre. L'aménagement de la sépulture est le fruit du travail du groupe entier. Il marque donc le respect que ses membres accordent à la défunte et s'est volontairement privé d'objets fonctionnels comme les lames de silex ou précieux, difficiles à obtenir. Ils ont été considérés comme utiles à la défunte pour accomplir le mieux possible son passage dans le monde de l'invisible. Cette femme n'est donc pas n'importe qui. Revenons à la femme magdalénienne de Saint-Germain-la-Rivière, vieille de 15 700 ans. La tombe a été creusée pour préserver le corps des dents des charognards et renforcée par 2 dalles autour du corps et 2 dalles au-dessus de lui. La défunte, recroquevillée en position fétale, est recouverte de plus de 70 craches de cerf, vous savez, les prémolaires dont je parlais déjà dans l'émission précédente, réparties par paires de dents. Les archéologues estiment que cette parure a nécessité pas moins de 65 cerfs différents, surtout des jeunes mâles, parce que ce sont eux qui produisent les plus belles craches. Toutes ces dents ont été obtenues par le biais d'échanges avec des tribus vivant dans le sud-ouest de la France. Il s'agit d'objets exceptionnels accumulés au cours du temps avant d'être déposés dans la sépulture de cette femme. Il s'agit donc là encore d'un personnage important qui jouissait de son vivant d'un statut particulier. La femme possède en outre le pouvoir de guérir grâce à sa connaissance des vertus médicinales des plantes qu'elle cueille. Le site d'Oalo, donc en Israël, dont j'ai déjà parlé, a livré les vestiges de plantes thérapeutiques telles que le tamaris, utilisé pour soigner les blessures, le chardon, employé pour apaiser les maux de ventre, ou encore le mélilo, réputé pour ses vertus coagulantes. Néandertal savait déjà, il y a 49 000 ans, comment calmer les maux de dents par l'application de cataplasme. Un individu qui reposait dans la grotte d'El Cidron avait traité son abcès dentaire à l'aide d'une pâte végétale contenant des bourgeons de peuplier riches en salicates, une aspirine naturelle. Les femmes gardiennes du monde végétal sont donc les premiers médecins, et encore une fois, voire peut-être même des chamanes. La grotte des Trois Frères dans l'Ariège, occupée entre 17 000 et 10 000 ans, conserve un étrange personnage qui a fait couler beaucoup d'encre jusque-là.
Il s'agit d'un être anthropomorphe avec des oreilles et des bois de cervidés barbus et dont le corps se termine par une queue de cheval. Sa posture singulière, presque théâtrale, a suggéré à certains chercheurs qu'il pourrait s'agir d'un chaman déguisé en pleine transe. Les populations sibériennes connaissent d'ailleurs des femmes chamanes. Les premières spiritualités semblent avoir été associées aux grottes. La forêt de Fontainebleau, près de Paris, dissimule en son sein une cavité de forme triangulaire. On y entre, écoutez bien, par 3 fentes sculptées par une main humaine. Le plafond bombé évoque le ventre d'une femme enceinte. Au fond de la cavité, un immense pubis a été sculpté là aussi, par des mains humaines. 2 blocs en relief de chaque côté du pubis ressemblent à d'immenses cuisses sur lesquelles galopent 2 chevaux. Leur style a permis aux préhistoriens de dater l'aménagement de la grotte aux alentours de 20 000 ans. Il se trouve au bout d'un étroit boyau évoquant le passage d'un nouveau-né lors de l'accouchement. Au moment de fortes averses, la pluie coule naturellement le long de la fente centrale, suggérant la perte des eaux juste avant la naissance. Il s'agit véritablement, on peut le dire, de la version paléolithique de l'origine du monde. Cette cavité à la forme naturelle évocatrice, témoigne d'un mythe fondateur dans lequel la femme de la préhistoire serait à l'image de la matrice originelle par où le monde aurait été enfanté. Transformée en une sorte de sanctuaire, elle incarne à elle seule la mère originelle qui enfante le monde. Elle devient la mémoire d'une cosmogonie de l'âge de pierre. Et voilà, le statut de la femme préhistorique change radicalement au néolithique. La domestication des animaux s'accompagne d'autres modes de domination exercés entre les humains, notamment par les hommes sur les femmes. Elle marque donc à ce moment-là la naissance de ce que nos contemporains appellent l'inégalité des sexes. Et effectivement, une véritable révolution s'amorce dans le bassin des Carpates, vers 5600 ans avant notre ère. Une nouvelle culture, appelée par les préhistoriens le néolithique rubané, voit le jour. Elle est à l'origine de l'expansion de la sédentarité, de l'agriculture et de l'élevage dans une bonne partie de l'Europe, de la Hongrie jusqu'au bassin parisien. Ces nouvelles populations se déplacent par petits groupes de l'Est vers l'Ouest. Ils construisent des maisons longues, élaborent de nouvelles techniques, inventent les premiers animaux d'élevage, le bœuf, le mouton et la chèvre. Ils sèment et ils récoltent le blé et ils fondent les premiers cimetières. Les archéologues ont découvert près de 60 sites funéraires datant de cette période et exhumé environ 3000 individus. Seule une petite poignée d'hommes a été enterrée avec un riche mobilier funéraire, constitué d'herminettes en pierre polie, de pointes de flèches en silex, d'andouillets en bois de serre et de briquets à percussion. Les défunts masculins sont tous originaires de la région. Quant aux femmes, certaines viennent de plus loin. Elles se déplacent plus fréquemment que les hommes, ce qui suggère la continuité, encore une fois, des mariages patrilocaux. Je vous renvoie à la première émission. Ça entraîne une dispersion plus large des gènes correspondant aux lignées maternelles. Le travail du bois est désormais réservé aux hommes. C'est prouvé par le fait que les herminettes, qui sont des outils utilisés pour tailler le bois, découper la viande, le traitement des peaux et le travail des fibres végétales, ont été déposées uniquement dans les tombes masculines. Les armes, qui leur servent à attaquer ou à se défendre, sont aussi employées pour la chasse au grand gibier. Cette activité ne relève plus d'une nécessité alimentaire puisque le produit de l'agriculture et de l'élevage suffit désormais à subvenir aux besoins de la communauté. Elle acquiert ici une dimension symbolique et prestigieuse. Le chasseur, en tuant le sanglier, le cerf ou l'auroch, assoit donc son statut de dominant. Les analyses des ossements indique qu'il est seul à manger la viande des animaux qu'il tue. Il se réserve donc l'accès aux protéines animales. L'homme, chasseur et guerrier, est le garant de l'intégrité du groupe social placé sous son autorité. À sa mort, il continue d'affirmer son statut de dominant en étant enterré au centre des groupes de tombes. Les femmes ne semblent pas avoir une identité marquée, du moins dans les sépultures. Elles sont enterrées avec peu, voire pas du tout de parure. Toutefois, les fouilles alsaciennes ont mis au jour des restes féminins vêtus de riches ornements, probablement une tenue d'apparat qu'elles ne mettaient pas au quotidien.
Les squelettes portaient encore des coiffes brodées, des colliers plastrons, des ceintures et des étoffes ornées de perles. Quelques outils ont été déposés dans les tombes qu'on retrouve aussi dans celles des hommes, des éclats de silex, des poinçons en os ou encore des spatules. La présence d'herminettes dans les sépultures masculines n'est pas anodine. Cet outil, encore une fois, est utilisé pour le travail du bois et pour découper la viande, mais également pour blesser, voire pour tuer. Il marque la naissance des conflits entre groupes humains. Le site, près de Mulhouse, daté de la même époque, renferme le corps d'un jeune tué par une flèche. Plusieurs fosses, témoins de véritables massacres, ont été découvertes en Allemagne et en Autriche. Plusieurs individus y ont été tués et jetés sans ménagement. Les archéologues se sont aperçus de l'absence de corps de jeunes filles en âge de procréer. Il est possible qu'elles aient été capturées et emmenées de force par les assaillants. La guerre serait donc à cette époque, en tout cas, un moyen de se procurer des femmes, tout en se vengeant des ennemis. Les recherches sur le néolithique rubané mettent en évidence une probable subordination des femmes. Elles n'ont pas accès à une alimentation riche en protéines. Leur santé est désormais plus précaire que celle des hommes parce que soumises à un profond stress alimentaire. Elles ont également plus de caries que les hommes. En plus, elles sont fréquemment déplacées, parfois avec violence. Alors attention, il ne va pas s'agir non plus de généraliser trop vite non plus. La population néolithique, comme celle du paléolithique, n'est pas uniforme. Les femmes ne sont pas traitées partout de la même manière. En témoignent les dépouilles féminines retrouvées en tenue d'apparat dans les sépultures alsaciennes dont je parlais tout à l'heure, qui montrent que leurs propriétaires jouissaient quand même d'un statut social élevé au sein de leur communauté. Les violences sur les femmes au néolithique sont pourtant évidentes. Au néolithique anatolien, les chasseurs-cueilleurs utilisent beaucoup leurs dents au quotidien car elles leur servent de troisième main. Mais cette utilisation non alimentaire engendre une détérioration rapide de la dentition. Or, ce sont les squelettes féminins qui présentent une denture ébréchée, voire mutilée. Et je vous en ai parlé, c'est ce qui laisse penser que les activités de travail des peaux et des fibres végétales apparues durant le paléolithique supérieur sont réservées aux femmes. Or, ces détériorations sont observables jusqu'au début de l'âge du bronze. Ce sont les débuts d'une division du travail fondée sur le genre. Vers 5000 avant notre ère, les sociétés du néolithique ancien, à poterie rubanée, migrent vers l'ouest à la conquête de nouvelles terres. Des sépultures associées à un groupe de chasséens du sud de la France, du site de Chasséens-Saône et Loire, vers 4400-3600 avant notre ère, permettent d'identifier deux types de défunts. Il y a d'abord les inhumations en position conventionnelle, avec les membres inférieurs fléchis, et des tombes aménagées de diverses manières, des fosses, des dalles, des caissons de lauze ou de tumulus. Le mobilier funéraire est composé de céramique, d'objets lithiques ou en os et de parures. Elle concerne autant les femmes que les hommes. L'autre type d'inhumation, nettement moins respectueux, consiste à carrément jeter les corps des défunts dans des silos désaffectés, transformés en poubelles, si vous voulez, comme le montre la position aberrante et disloquée des squelettes qu'on retrouve. Il concerne essentiellement les femmes et les petites filles. Leurs ossements révèlent qu'elles n'étaient pas d'origine locale, mais venaient de régions diverses. Cette différence de traitement des dépouilles indique une hiérarchisation de la société dirigée par les élites qui occupent le niveau supérieur et basée sur l'exploitation d'individus subalternes, notamment les femmes, qui semblent ne mériter aucune sépulture. Dans la péninsule ibérique, les femmes et les enfants sont exclus des rites funéraires, ce qui indique leur moindre position sociale. À la fin du néolithique, un système patriarcal se met en place, illustré par les statues menhirs et les stèles anthropomorphes qu'on retrouve de la Crimée à la péninsule ibérique. Érigées entre le 4e et le 3e millénaire, elles témoignent d'une forte catégorisation des sexes. Les hommes sont représentés armés de poignards, de flèches, de haches et de hallebardes en cuivre, symbole d'une innovation technique, la métallurgie. Ces instruments de mort symbolisent le courage, l'adresse et le statut social de l'individu masculin qui les brandit. Les femmes, elles, sont représentées le corps partiellement dénudé, la poitrine visible et portant des bijoux. Elles sont réduites à leur image de séductrices et de mères allaitantes et cantonnées au domaine de l'intime, du charnel, du domestique, du gynécée.
La même catégorisation de la société se retrouve dans les sépultures chalcolithiques d'Europe, des cultures cordées et campaniformes. Les tombes masculines contiennent des haches de combat, des poignards de silex et de cuivre et des carquois de flèches et de brassards d'archers, tandis que les tombes féminines se contentent de bijoux, de boutons, de poinçons et d'haleine. Elles donnent une image très genrée, cette fois de la société, où la femme est placée dans une forme de subordination. L'étude des nécropoles allemandes du 3e millénaire indique que les garçons héritent des biens de leur père et ne quittent pas leur pays. En revanche, ils épousent des filles d'origine diverse, des étrangères ou des expatriés qui viennent habiter chez leurs époux. Elles sont mariées de bonne heure à des individus masculins de la région. La société néolithique de l'époque est donc patrilocale et exogame. Au Proche-Orient, à la même période, l'espérance de vie des femmes régresse à cause du manque d'hygiène. Les populations vivent sous le même toit que les animaux, ce qui favorise la propagation de virus et de bactéries. Par ailleurs, la diffusion de maladies est facilitée par le regroupement des populations en communautés et par les maternités qui sont désormais rapprochées. Les premières à en subir les conséquences sont les femmes. La femme est donc désormais soumise à la puissance de l'homme jusque dans la mort. C'est ce qu'illustre la Tomba della Vedovia, la tombe de la veuve, une sépulture mise au jour dans la nécropole de Ponte San Pietro, à Ischia di Castro, près de Viterbe en Italie. Elle appartient à la culture de Rinaldone, qui s'est développée entre la Toscane, l'Ombre et le Latium, autour de 3500-2700 avant notre ère. Un homme repose en position centrale. Il a emporté dans la tombe une bouteille, une écuelle, un poignard à lame de cuivre, une hache de métal à bord épaisse, plusieurs pendentifs en stéatite, une hache marteau en pierre polie et 15 flèches en silex contenues dans un étui découpé dans un andouiller de cerf. Au bord de la tombe repose le squelette d'une femme recroquevillée. Elle n'a comme mobilier funéraire qu'une bouteille, une haleine en cuivre et 3 perles en antimoine. Son crâne, littéralement fracassé, montre qu'elle a été éliminée brutalement par des chocs violents. Il ne fait aucun doute qu'elle a été assassinée, peut-être pour accompagner son époux dans la tombe. D'où le surnom de tombe de la veuve donné par les archéologues à cette sépulture. La réalité est sans doute moins romantique, il peut très bien s'agir aussi d'une sépulture masculine dans laquelle l'homme dominant a été suivi par une accompagnante, un être inférieur, subalterne, tué comme ça en guise d'offrande faite aux défunts. Sa présence n'aurait donc que pour but unique de valoriser la supériorité sociale du défunt. Et c'est pas tout, les modifications dans le statut des femmes dans ces nouvelles sociétés s'observent également dans l'art rupestre. En Espagne, les femmes se font plus rares dans les peintures et lorsqu'elles sont présentes, elles sont plus petites que les hommes. Elles tiennent un panier ou un récipient ou dansent seules ou en groupe de femmes. Les hommes, eux, sèment, labourent, récoltent le miel, chassent ou guerroient. Ces peintures prouvent l'existence d'une division sexuée du travail, j'en ai déjà parlé, je continue. L'invention de l'agriculture aux environs de 6000 ans avant notre ère favorise l'abondance de nourriture, ce qui entraîne une explosion démographique. Apparaissent alors les premiers villages, de nouvelles techniques agricoles et l'élevage. Les hommes remplacent progressivement les femmes dans les travaux agricoles. Les animaux aussi sont exploités pour le lait et la laine. Les femmes, elles, sont cantonnées dans l'espace domestique. La multiplication des champs, des pâturages et du bétail permet aussi un accroissement considérable des richesses qui remodèlent complètement les rapports sociaux au profit des hommes. Apparaissent enfin les élites et les castes, dont celle des guerriers. La femme perd alors définitivement son statut de chasseresse et de garante de la survie des groupes humains. En conclusion, on peut dire que Thomas Siroto, Éric Pincas et Sophie Archambault de Beaune sont véritablement les premiers à avoir réalisé une enquête, une vraie enquête de terrain pour redonner une existence à la femme de l'ère glaciaire. La redécouverte de la vie longtemps occultée de la compagne de l'homme préhistorique se révèle peu à peu. On a pu l'entendre au cours de deux émissions. Vraiment, les paléogénéticiens ont travaillé de façon acharnée, les préhistoriens, les paléoanthropologues qui ont sondé les grottes,
grottes ornées, qui ont décrypté les statuettes, etc., ont fait un travail considérable, sans oublier les ethnologues, qui sont les spécialistes des derniers peuples des chasseurs-cueilleurs. Toutes ces personnes fabuleuses, tous ces grands scientifiques ont permis de restituer le quotidien de ce qu'ils appellent Lady Sapiens, mais que j'ai francisé en Madame Sapiens. Cette enquête qu'ils ont faite, le livre existe, donne une preuve éclatante qu'une approche multidisciplinaire, prudente toujours, nuancée évidemment, mais subtile de la réalité de la place de la femme au sein des sociétés du Paléolithique est tout à fait possible, alors qu'avant, elle était totalement reléguée dans les ténèbres de l'histoire, j'allais dire de la préhistoire. Donc j'espère que comme moi, vous avez appris énormément sur ce personnage incroyable, sans qui, évidemment, il n'y aurait pas d'humanité. Je rappelle la bibliographie: Thomas Siroto, Jennifer Kerner, Éric Pincas, Lady Sapiens, enquête sur la femme au temps de la préhistoire, paru en 2021 aux éditions Les Arènes, de Claudine Cohen, Femme de la préhistoire, chez Talendier en 2021, Marilène Patou-Matisse, que j'adore, L'homme préhistorique est aussi une femme, une histoire de l'invisibilité des femmes, c'était en 2020, et dossier d'archéologie, La femme préhistorique, ça date de janvier-février 2022, c'est le numéro 409 aux éditions Faton, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour un sujet totalement différent. Salut.